Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va jeter un œil dans notre armoire à pharmacie, mais un œil de scientifique, pour découvrir le monde fascinant qui se cache derrière une simple pilule. C'est un voyage au cœur même de la manière dont les médicaments agissent sur nous. Allez, c'est parti. Commençons par une question que tout le monde s'est déjà posée, non? Le paracétamol. Un seul principe actif, mais des dizaines de formes. Comprimés, gélus, sirop, sachets, suppositoires. Pourquoi un tel casse-tête? Est-ce que c'est juste du marketing? Eh bien, vous allez voir que la réponse est bien plus ingénieuse que ça. Et voilà la raison. Toute cette diversité, ce n'est pas pour faire joli dans les rayons. Chaque forme, que ce soit une poudre, une gélule ou un aérosol, est pensée, conçue sur mesure. L'objectif, c'est ce qu'on appelle la biodisponibilité. En gros, c'est s'assurer que la dose parfaite du médicament arrive pile au bon endroit, au bon moment, pour être la plus efficace possible. Pour vraiment apprécier à quel point c'est devenu sophistiqué, il faut faire un petit bond dans le passé, à une époque où la méthode était, disons, un peu plus brutale. Jusque dans les années 50, la plupart des médicaments, c'était la technique de l'inondation. C'était simple et direct. Imaginez un service de livraison qui balancerait tout le courrier de la journée d'un seul coup au milieu de la ville, en espérant que ça arrive à bon port. Eh bien, c'était ça. Le comprimé se dissolvait et paf, tout le principe actif était libéré d'un coup. Zéro contrôle. Mais voilà, dans les années 50 et 60, il y a un déclic. Les scientifiques comprennent que l'emballage, la forme du médicament, est tout aussi importante que ce qu'il y a dedans. C'est la naissance de la biopharmacie, la science qui étudie comment le véhicule va influencer le voyage du médicament dans notre corps. Et c'est là que tout démarre, la première grande révolution. L'objectif n'est plus seulement de livrer, mais de contrôler comment on livre. Ce tableau, c'est un peu notre feuille de route. On se concentre sur la première case, la première génération, des années 50 aux années 80. L'idée fondatrice est simple, mais cruciale, maîtriser les bases de la libération contrôlée. On passe de l'inondation à un débit qu'on essaye de réguler. Cette comparaison visuelle est super parlante. À gauche, les vieilles boîtes, c'est l'ère du tout ou rien. À droite, ces comprimés jaunes, bien lisses, ce n'est pas juste de l'esthétique. Leur enrobage, c'est la toute première technologie de contrôle. La première étincelle d'intelligence dans le médicament. Et le secret de cet enrobage, c'est une molécule introduite en 1951, le phtalate d'acétate de cellulose. L'idée est géniale de simplicité. Si on reprend notre analogie de la livraison, c'est comme inventer une enveloppe spéciale. Une enveloppe qui résiste à l'acide de l'estomac, disons une rue très pluvieuse, et qui ne s'ouvre que quand elle arrive au bon code postal, les intestins, où l'environnement est différent. Simple, mais ça a tout changé. Allez, on monte d'un cran. On passe à la deuxième révolution. Là, le contrôle devient beaucoup plus fin. La livraison devient carrément intelligente. Ce graphique, il dit tout. La courbe qui monte en flèche et qui redescend aussi sec, c'est l'ancienne méthode de l'inondation. Ça fait un pic de concentration, puis plus rien. La courbe plate et longue, c'est la libération prolongée. Au lieu d'inonder, on a un système d'arrosage au goutte à goutte. Ça maintient une dose efficace, constante. Résultat, moins d'effets secondaires et besoin de moins de prises par jour. Et cette deuxième génération, elle a vu naître des technologies assez incroyables. On a des polymères qui se dégradent tout seuls dans le corps, comme les fils de suture résorbables. On a des comprimés qui peuvent se coller à l'intérieur de la joue pour agir localement. Et puis, il y a le champion de la catégorie, le stent actif. Le stent actif, c'est l'exemple parfait. C'est ce petit ressort qu'on met dans une artère pour la garder bien ouverte. Mais il fait plus que ça. C'est un livreur qui reste à l'adresse. Il est recouvert d'un médicament qu'il va diffuser tout doucement pendant des semaines, pile à l'endroit où il faut, pour que l'artère ne se rebouche pas. C'est le summum de la livraison localisée et prolongée. Et maintenant, accrochez-vous, on change complètement d'échelle. On plonge dans le présent et le futur de la médecine. On entre dans le l'infiniment petit, la frontière des nanotechnologies. Juste pour qu'on se rende bien compte, imaginez un grain de sable, c'est visible. Maintenant, on zoome. On dépasse la taille d'un globule rouge. On zoome encore. On passe à côté d'une bactérie, puis d'un virus. Et on arrive enfin à l'échelle du nanomètre. C'est là, dans ce monde invisible, que se joue la médecine de demain. Et voici les transporteurs du futur, les nanoparticules. Là, on a le service de livraison ultime. Ce sont des drones microscopiques programmables. Ils peuvent naviguer dans le corps pour trouver une cible bien précise. L'Abraxane, par exemple, utilise une protéine comme véhicule pour livrer une chimiothérapie directement aux cellules d'une tumeur, en essayant d'épargner les cellules saines autour. C'est de la livraison chirurgicale à l'échelle moléculaire. Bon, après ce voyage impressionnant, il est temps de faire le bilan. Quels sont les avantages, mais aussi les risques et les défis de ces systèmes de plus en plus complexes?
Ce tableau résume bien les choses. D'un côté, les avantages sont évidents. Le médicament agit plus longtemps, on a moins d'effets secondaires, et c'est plus simple pour les patients de suivre leur traitement. Mais de l'autre, il y a un revers à la médaille. Le coût de ces technologies est élevé, il y a un risque de toxicité des matériaux, et parfois il faut une petite opération pour les mettre en place. C'est toujours une balance bénéfice-risque. Finalement, on comprend que le grand défi de demain, ce n'est peut-être plus seulement de trouver de nouvelles molécules. C'est de réussir à concevoir la clé, le passe-partout capable d'ouvrir les portes les plus blindées de notre corps, comme celle qui protège notre cerveau. Alors, la question qui reste en suspens est vertigineuse. Une fois qu'on aura ces clés universelles, capables de livrer n'importe quel colis à n'importe quelle adresse, quelle merveille va-t-on découvrir derrière ces portes ?